Nos paysages sont-ils en train de disparaître sous le béton? Est-ce que l'étalement urbain met trop de pression sur les terres, sur la nature environnante? On va en parler avec nos invités. D'abord, Patrick Legouet, vous êtes maître de conférences, enseignant-chercheur à l'Université de Caen et vice-président de l'association Vigisol. Ça veut tout dire, un Vigisol qui scrute justement la manière dont on consomme un peu les sols normands. C'est ça un peu, hein? Et puis Henri Lemaître, vous êtes agriculteur responsable plaine de l'URDAC. Ça veut dire quoi l'URDAC? Union pour le renouveau de l'agriculture dans le Calvados. Voilà, ça fait très longtemps qu'avec l'URDAC, entre autres, vous luttez contre l'artificialisation. Je vais y arriver d'ici la fin de l'émission. L'artificialisation des sols. Yes, un point. On va en parler, mais juste avant, on regarde en image. On fait un petit état des lieux en image et puis après, on en parle. Regardez. Tu te souviens? Avant, il y avait de la nature. Maintenant, c'est béton voiture. Oui, je ne reconnais plus le paysage. 596 000 hectares ont été artificialisés en 10 ans en France, soit l'équivalent d'un département comme le Var ou les Charentes. Et la situation est alarmante. Ce processus impacte négativement la biodiversité, la qualité des eaux, de l'air ou encore la pollinisation. L'étalement urbain, responsable de l'artificialisation des sols, menace aussi l'agriculture et la production alimentaire. Enfin, cela contribue à l'augmentation des inondations. Autant de conséquences urgentes et préoccupantes rappelées récemment par la Convention citoyenne pour le climat. En France, c'est en priorité aux alentours des grandes villes et des littoraux atlantiques et méditerranéens qu'on consomme le plus d'espace. On y construit des zones commerciales, des infrastructures de commerce, de logistique, mais surtout, à 68%, de l'habitat. Et la principale solution pour contrer l'artificialisation des sols n'est pas très populaire. Elle consiste à densifier l'habitat. Autrement dit, construire des immeubles plutôt que des pavillons très gourmands en surface. Et non, la maison individuelle pour tous, c'est pas la bonne idée. Aïe, 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 on désigne notre petite maison individuelle comme l'une des responsables de ce grignotage des sols. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi un petit peu, Patrick Legouet, vice-président de l'association Vigisol? Est-ce que ça s'observe aussi en Normandie, ça? Alors effectivement, quand on reprend depuis 20 ans en arrière l'évolution de l'occupation du sol, on s'aperçoit, à travers les travaux qu'on a menés avec la SAFER de Normandie et l'association Vigisol, que la part qui est liée justement à la construction de logements individuels, que ce soit dans le cadre de lotissement ou d'habitats disséminés en campagne, eh bien, représente plus de la moitié des surfaces artificialisées. D'accord. Et vous, c'est quoi la définition que vous donnez finalement à ce terme de artificialisation? Alors l'artificialisation, ça correspond à quoi finalement pour vous? Voilà, il y a souvent confusion entre artificialisation, imperméabilisation, urbanisation. Ouais, J'ai même vu dans le reportage étalement urbain. Donc on ne sait plus trop à quelle notion il faut se référer. L'artificialisation, vous voyez, moi aussi, j'ai un petit peu de mal à le dire, c'est une notion beaucoup plus englobante qui renvoie finalement à un processus de changement d'usage du sol. D'un usage qui va être réversible, comme une surface agricole, naturelle, forestière, à un usage qui va ne plus l'être, comme une surface qui va être urbanisée, transformée en zone commerciale ou en plateforme logistique, ou en voirie pour les voies de circulation. Finalement, il y a plein de notions derrière ce terme. Par exemple, l'imperméabilisation des sols, ça en fait partie aussi, finalement. Alors l'imperméabilisation, c'est une des conséquences de l'artificialisation, qui traduit finalement le passage d'une surface poreuse, filtrante, à une surface qui ne l'est plus. L'étalement urbain, l'urbanisation, le bétonnage des sols, qu'est-ce qui est le plus menaçant en Normandie? Alors, clairement, en termes de consommation d'espace forestier, agricole, naturel, c'est au premier rang l'habitat. C'est l'habitat résidentiel principalement qui va fortement consommer le territoire. Ces espaces agricoles forestiers. Et voilà, alors quand on parle effectivement d'espaces agricoles, je me tourne vers Henri Lemaître, agriculteur aussi, responsable pleine de l'URDAC, qui est l'Union pour le renouveau de la défense des agriculteurs du Calvados. Vous êtes d'accord, vous, sur le fait qu'une terre perdue, c'est une terre qu'on ne retrouvera jamais finalement? Tout à fait. Tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur votre plateau pour parler d'un sujet aussi préoccupant. Et puis je voudrais quand même faire passer le message, dire un grand merci à tous les médias par rapport à tous les reportages qu'on a pu voir tout au long de la semaine sur le monde agricole. On a pu voir la diversité et la richesse de l'agriculture française. C'était un beau panel et je tiens à vous remercier. De rien. Alors, cette terre perdue-là, est-ce que c'est définitif? Est-ce que vous la percevez comme telle? Tout à fait. Tout à fait, c'est irréversible, comme le disait mon voisin. Une terre qui est bétonnée, elle ne reviendra plus jamais. Elle ne sera plus jamais cultivable, finalement. Voilà. Elle ne reviendra plus jamais à sa vocation première, qui est celle de nourrir.
Alors, on parlait des lotissements, des maisons individuelles. En général, c'est au détriment finalement des terres agricoles. Est-ce que ça rend difficile aussi l'accès aux terres pour les agriculteurs, notamment par exemple pour s'installer? Ah oui, tout à fait. C'est un problème récurrent. Monsieur parlait tout à fait opportunément de la SAFER. La SAFER aujourd'hui, quand vous avez un Dites-nous ce que c'est que la SAFER, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la SAFER. La SAFER, organisme d'aménagement foncier et d'équipement rural, c'est un outil. C'est un outil qui sert à la fois aux collectivités, à la fois au monde agricole, pour essayer de s'organiser lorsqu'il y a des problèmes comme ça. Ce n'est pas sa seule mission, mais c'est une de ses missions. Quand vous avez un lotissement qui se fait quelque part, la première des revendications des gens qui cultivent la terre, c'est de retrouver du foncier. Le problème fondamental, il est là. Et lorsque vous avez une terre disponible, par exemple 1 hectare qui se trouve libéré sur l'ensemble du département, il y a à peu près 10 candidats dessus. Vous faites 1 heureux et 9 mécontents. D'accord. Et ce candidat, ça va être un agriculteur finalement ou... C'est souvent un agriculteur, fort heureusement. Et vous, comment vous le ressentez? Parce que ça fait 30 ans à peu près que vous observez ce phénomène. Oui. Est-ce que vous êtes finalement pessimiste sur cet étalement urbain? Oui, je suis très pessimiste. Quand j'ai commencé à regarder, à observer ce phénomène, il y avait quelques maisons par-ci par-là. Après, on a vu des petits lotissements, 2-3 maisons. Et on a vu le phénomène s'amplifier d'année en année, ou dizaines d'années en dizaines d'années, jusqu'à aujourd'hui arriver à quelque chose qui n'est plus raisonnable du tout, qui n'est plus acceptable. Je citais tout à l'heure en exemple, en préparant l'émission, de 100 hectares urbanisés d'un seul coup. Ah oui. 100 hectares, c'est une énorme. ferme. C'est énorme. Et 100 hectares, on ne reviendra plus. Oui, et ça c'était où? En Normandie? Ah oui, c'est à Colombelle. D'accord, parfait. Enfin, parfait, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on risque finalement, nous tous, finalement, la collectivité, si on ne change rien à ça, à ce phénomène rampant? Il va falloir comprendre un jour que la terre, ce n'est pas seulement la défense de l'agriculture. La terre, c'est un bien précieux que nous avons en commun. La terre, elle sert pour la biodiversité, elle sert pour se nourrir et elle sert pour tout le monde. Alors, on a un témoignage sur le sujet. Il nous arrive de Chloé, qui est une téléspectatrice d'Ensemble C'est Mieux. Écoutez-la, c'est un témoignage vidéo. L'association Notre Affaire à tous vient en aide à des collectifs qui sont en lutte sur le terrain contre des projets qu'on qualifie d'imposés et polluants. Ces projets artificialisent des terres pour construire des centres commerciaux, des routes départementales, des extensions d'aéroports et parfois des zones industrielles bien plus polluantes encore. On aide les collectifs à construire des recours pour essayer de sauvegarder la biodiversité ou les zones agricoles qui sont sur ces terres et qui pourraient être artificialisées au nom de l'intérêt public ou de l'intérêt général. Patrick, avec l'association Vigisol, est-ce qu'on observe de plus en plus d'actions de prise de conscience globale, d'associations qui se montent, des recours? Ça commence à monter en puissance, cette prise de conscience? Alors on le voit au niveau des citoyens, on le voit aussi au niveau des collectivités, il faut le rappeler, et elles sont quand même aussi à l'initiative finalement de cette artificialisation, mais on voit bien depuis à peu près une dizaine d'années que c'est un enjeu important dans la gestion des territoires et qu'il faut dès maintenant œuvrer justement pour réduire au maximum l'empreinte de cette artificialisation sur les milieux. Et vous, ce que vous avez observé, c'est qu'il y a 2 grandes périodes, je crois, c'est avant 2010 et après 2010. Pourquoi 2010, année charnière? Oui, alors c'est vrai que nous, en fait, on suit l'artificialisation depuis 1998, donc on a un petit peu plus de 20 ans de recul, en Normandie, j'entends. Et effectivement, on s'est rendu compte que globalement, sur la vingtaine d'années, on est sur une consommation, une artificialisation moyenne de l'ordre de 0,7 à 0,8 hectares par commune et par an. Ça, c'est le constat que l'on fait pour les 5 départements normands. Maintenant, c'est vrai que derrière cette moyenne, il y a 2 tendances très, très opposées. Une première qui renvoie à une forte consommation de l'espace avant 2010, et où on était à peu près à 1 hectare par commune et par an. Et on est passé aujourd'hui à 0,4, 0,5 hectares par commune et par an. Mais comment ça se fait depuis 2010. On consomme moins de terre finalement depuis 2010? Alors, ce qui a joué, c'est d'une part effectivement la crise bancaire de 2008 et l'année ou les 2 années qui ont suivi, qui ont fortement freiné les projets d'artificialisation. Et puis, il y a aussi une prise de conscience des élus, on en parlait à l'instant. Et il y a également la réglementation nationale avec un certain nombre de lois, la loi Allure, la LAF, le Grenelle 1 et 2 pour l'environnement, qui ont fortement incité finalement à réduire sérieusement la consommation de terre. Donc, est-ce qu'on ne serait pas par hasard rentré dans un cercle un petit peu vertueux, Henri? Vous le ressentez vous aussi un petit peu ou pas? Je le ressens, et puis pour compléter ce que vient de dire
Mon voisin, il y a des commissions qui se sont mises en place qui n'existaient pas avant. Je fais partie de la CDPNAF, Commission départementale sur la protection des zones agricoles, naturelles et forestières. D'accord. C'est une commission où siègent un bon nombre d'acteurs locaux. Il y a le département, il y a les écologistes, il y a les agriculteurs, il y a tous les syndicats agricoles, il y a la propriété. Tout le monde se parle quand même? Tout le monde se parle. Alors c'est ça qui est très bien, c'est qu'on arrive, pensez donc, à mettre autour d'une table les chasseurs et les écologistes pour parler d'un même sujet. Bien, Ouais. Et là, souvent, ils sont d'accord. d'accord. Vous voyez pas l'avancée quand même, Et les promoteurs et les écolos aussi? spectaculaire. Non, ils sont moins d'accord. Ah, ils sont moins d'accord. Non, non, ça leur fait pas plaisir. Et pour vous donner un exemple, nous avons travaillé sur le SCOT du Bessin il y a quelques Alors peut-être temps. qu'il faut dire ce que c'est qu'un SCOT. Schéma de cohérence territoriale. D'accord. Ce sont les grandes lignes où sont décidées l'artificialisation des sols, ce qu'on va prendre. Donc, au départ, il était question de 2500 hectares d'artificialisation de terres agricoles sur l'ensemble du Bessin. Elles ont été réduites de moitié pour arriver même plus de moitié, parce qu'on est à 900 hectares aujourd'hui. Donc il y a une avancée forte, tout ça est en train de se mettre en place. Mais aujourd'hui, nous payons les conséquences d'une politique faite il y a à peu près 20-25 ans. Mais du coup, c'est quoi les solutions qui ont été trouvées pour réduire cette consommation de terre, l'un et l'autre, je ne sais pas? Alors déjà, ce sont les politiques qui ont mis en place des règles. Donc des règles qu'il faut essayer de suivre, ça c'est la première des choses. Et puis après, il y a une pression, ça commence un petit peu, de la part des écologistes qui aussi veulent préserver le terrain. Il y a un exemple très concret que vous aviez, c'est du côté de Douvres-la-Délivrande. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors à Douvres-la-Délivrande, Dans le Calvados. Ouais, nous sommes alertés par des agriculteurs. En l'occurrence, un maraîcher qui a son exploitation familiale depuis plusieurs générations. Il a ses forages, il y a une qualité de sol qui est exceptionnelle, 5 ou 6 mètres de limon. Il a tout ce qu'il faut pour travailler, on veut l'expulser pour faire des maisons. Ah. Alors pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible, d'intolérable. Ça, c'est en cours? C'est un dossier qui est en cours? C'est en cours, nous travaillons dessus. Donc il y a une vraie mobilisation? Oui. Y compris des Douvrais, je ne sais pas si on les appelle comme ça d'ailleurs. Pas du tout. Non, il y a une mobilisation de la part des syndicats agricoles, de la part de toutes les personnes qui se sentent investies pour ce sujet-là. Mais non, Douvres, je n'entends pas beaucoup de gens aller contre ce sujet-là. Voilà, le message va passer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon. On a une question vidéo qui nous vient de Hugo. La question ne se pose plus aujourd'hui, il faut stopper l'artificialisation des sols. La Convention citoyenne pour le climat en a d'ailleurs fait une de ses priorités. C'est un impératif pour préserver nos sols, nos paysages et la biodiversité. Il nous faut construire la ville sur la ville, c'est-à-dire la développer sur les espaces inoccupés, sur les surfaces déjà artificialisées comme les friches urbaines. C'est aussi l'occasion de réintroduire la nature au cœur des villes. Et selon vous, comment pouvons-nous lutter efficacement contre l'artificialisation des sols ? Voilà, la question, elle est posée par Hugo. Patrick, est-ce que ça passe par exemple par... Vous parlez de densification douce, ça veut dire quoi? Oui, alors bon, ça commence par exemple par l'exploitation de ce qu'on appelle les dents creuses, qui sont des friches souvent naturelles, qui font quelques centaines de mètres carrés et qui aujourd'hui peuvent faire l'objet de construction, puisque la loi Allure de 2014 ne donne plus de limite minimale à partir de laquelle on peut construire sur un terrain. Et donc, des dents creuses, il y en a énormément. On a des réserves foncières de ce type-là qui sont très importantes dans les principales villes en Normandie, un peu partout aussi en France. Et justement, avec Vigisol et la SAFER de Normandie, c'est l'une de nos actions que d'établir finalement, de dresser un bilan de ces surfaces qui permettent finalement de lutter contre ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'étalement urbain, c'est-à-dire le grignotage des campagnes. C'est des solutions. Ça, c'est une des solutions. Il y a d'autres solutions, c'est effectivement donner un petit peu plus de verticalité aux logements, soit individuels, soit aux logements collectifs. Et à ce moment-là, on va passer effectivement par des bâtiments. Aller plus en hauteur que un peu plus en largeur. Hauteur, et donc là, effectivement, on permet de densifier. Puis, autre solution, c'est aussi de réduire le parcellaire qui est destiné, par exemple, à la création d'un logement, d'une zone pavillonnaire, où on va passer non plus de 700, 800 mètres carrés par logement individuel, mais on va être plutôt sur 350, 400 mètres carrés. Rapidement, Henri Lemaitre, vous êtes aussi agriculteur du côté de Perrier-sur-le-Dent, c'est ça? Tout à fait. Comment ça se passe? On n'a pas l'impression d'être un petit peu comme le village gaulois, irréductible, entouré par les méchants romains? C'est exactement ça, c'est une belle image. Oui, c'est exactement ça. Nous avons encore la chance de pouvoir faire notre métier. Pour combien de temps, j'en sais rien. Ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est que le monde agricole, nous sommes considérés comme des pestiférés. C'est ça le plus dur. Et je voudrais quand même rappeler que, je le disais encore tout à l'heure,
il y a 3 suicides par semaine aujourd'hui dans le monde agricole. Les gens n'en peuvent plus. Nous sommes contrôlés déjà, ce qui est normal, par les services de l'État, ça c'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, dès que vous sortez un pulvérisateur, vous avez des gens qui arrêtent, qui prennent des photos. C'est encore un autre débat, ça. Hein. C'est un autre débat, mais il est lié quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de produire mieux, de produire plus proprement. Mais avec moins de terre. Avec moins de terre. Donc l'équation n'est pas facile. On a compris. Merci en tout cas Henri Lemaitre, vous êtes agriculteur et responsable plaine de l'Urdac. Et puis Patrick Legoué, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'Université de Caen et vice-président de l'association Vigisol. Effectivement, merci à tous les deux. Effectivement, la situation est pas facile. J'espère en tout cas on aura passé quelques messages et alerté un petit peu sur ce phénomène rampant qu'on ne voit pas tant que ça finalement, puisque nous on passe à travers ces paysages, mais vous êtes là pour nous les signaler. Allez, on va repartir maintenant dans l'Eure, voir du côté de Louviers, je crois, oui c'est ça, avec Hugo.